pratique, depuis 20 ans, il y a une seule maladie émergente qui soit visible au niveau mondial, c'est-à-dire qui modifie quelque chose. C'est l'épidémie de Clostridium difficile qui doit tuer 80 000 personnes par an. Donc vous voyez que le SARS, on dit c'est 800. C'est pas la même échelle, c'est une autre échelle. Ça, c'est un vrai problème épidémique, avec des clones épidémiques, c'est un vrai problème. Ça, c'est ces virus qui, tous les 2 ans, mettent le feu à la planète, ça occupe les gens, mais ça ne correspond pas, pour l'instant, à quelque chose qui n'est pas plus particulièrement inquiétant, c'est plutôt moins dangereux que la grippe. Alors, ce que ça deviendra à l'avenir appartient à personne, et donc moi, je suis un scientifique, et donc je suis prêt à changer d'avis sous la force des événements. Un des débuts de la grande dérive de l'OMS, ça a été quand il y a eu une Chinoise spécialiste de la grippe aviaire qui est arrivée à la tête de l'OMS et qui a essayé de persuader le monde entier que la grippe aviaire, pour laquelle il y avait eu des cas chinois, était devenue, attrapée auprès des oiseaux, était devenue une maladie interhumaine, si vous voulez, qui allait décimer la population, qui a été amplifiée, tout le monde est devenu fou, c'est sorti dans la nature, dans un truc, les gens en France et en Europe publiaient des livres en disant on va mourir par millions. En Grande-Bretagne, si on compare donc les cas de pneumonie et de grippe et de décès par le coronavirus. En bleu, on a les décès de grippe et de pneumonie en 2018. En jaune ou orange, les décès par grippe et pneumonie en 2020. Et en rouge, on voit les décès causés avec le Covid. Vous voyez que pour les mêmes dates, on est bien en dessous. Et maintenant, on va aller en Suisse, un graphique suisse qui est présenté par le Bureau fédéral suisse des statistiques. Vous voyez que les décès causés par Covid-19 ont dépassé la borne supérieure, mais cela s'est aussi largement produit en 2019, en 2018, en 2017 et en 2015. Et remarquez que pour l'instant, on est encore très loin du niveau de 2017. Et qu'en Suisse aussi, donc, Covid-19 a causé pour l'instant la même mortalité que les grippes saisonnières des années passées. On va regarder maintenant les décès causés par les différentes grippes des années passées. Ce graphique a été produit par l'Institut de veille scientifique de la santé publique. Alors en rouge, vous avez le nombre de décès selon les années. En bas, en abscisse, vous avez les hivers où ça s'est produit, 2008-2009, 2009-2010, etc., etc. Et en bleu, vous avez le nombre de semaines où a duré cette surmortalité. Nous sommes aujourd'hui à 7 semaines d'épidémie en France avec le coronavirus. Et on est à 11 000 décès. D'accord, l'épidémie n'est pas encore terminée, mais même si on arrivait à 25 000 décès, cela restera dans la moyenne haute des grippes des années passées. Et je vous rappelle, encore une fois, que le comptage des décès du coronavirus est de plus en plus controversé, on le verra après. Ce serait inquiétant s'il mourait des milliers de personnes tous les jours du coronavirus, et depuis plusieurs mois, mais on est très loin. Sachant aussi que le nombre de décès commence à se stabiliser. Alors où est la catastrophe mondiale que l'OMS nous annonçait il n'y a même pas un mois, le 15 mars? On nous prévoyait de 300 000 à 500 000 décès en France si rien n'est fait. La semaine dernière, Angela Merkel a suscité l'émoi en annonçant que 60 à 70% de la population allemande allait être infectée par le coronavirus. Cette estimation, qui a été reprise par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer ce week-end, a immédiatement suscité des calculs alarmistes sur les réseaux sociaux. Alors que les médias relaient l'idée que le taux de mortalité du Covid-19 se situe entre 1 et 3%, des internautes ont calculé qu'en appliquant ce pourcentage à 60 ou 70% de la population française, on arriverait à un bilan compris entre 500 000 et plus d'1 million de morts. Mais si la gravité de l'épidémie ne fait plus guère de doute, il faut se garder des calculs hâtifs. Angela Merkel a repris un chiffre émanant du directeur de l'Institut de virologie de l'hôpital berlinois de la Charité, Christian Drosten, qui a apporté quelques précisions. Le chercheur estime d'abord que les taux de mortalité qui sont évoqués actuellement sont bien plus élevés que la réalité. Car une grande partie des malades souffrent en fait de symptômes bénins, voire ne connaissent pas de symptômes et ne sont donc pas diagnostiqués positifs. Si on les incluait dans les cas positifs, la mortalité chuterait largement. Christian Drosten s'attend ainsi à une mortalité comprise entre 0,3 et 0,7%. En prenant 0,5, on arriverait pour l'Allemagne à 280 000 morts, disait-il. Mais ce chiffre, qui n'a rien de certain, n'a guère de sens sans la composante temporelle, insiste-t-il. Car la contagion de 50 à 70% d'une population qu'il évoque, si elle devait être atteinte, pourrait prendre des années, précise-t-il. D'autres épidémiologistes contactés par Desintox jugent d'ailleurs très prématuré de faire de telles projections, étant donné ces inconnus. Il faut savoir aussi que les hôpitaux ne disposent pas de suffisamment de tests pour déterminer si une personne est vraiment atteinte du coronavirus.
Il ne se base donc que sur des diagnostics cliniques. Or, les symptômes d'une personne ayant le Covid-19, donc la maladie causée par le coronavirus, sont très proches de n'importe quel syndrome respiratoire. Ainsi, la majorité des personnes décèdent de pneumonie ou de complications respiratoires, mais par manque de tests et à cause de la panique ambiante, on les considère comme mortes du coronavirus. Et c'est ce que confirme l'interview du Dr John Ioannidis, professeur de médecine et professeur d'épidémiologie de la santé de la population. Regardez ses capacités, on peut lui faire confiance. Voilà ce qu'il dit. 3 mois après l'apparition de l'épidémie, la plupart des pays, y compris les États-Unis, n'ont pas la capacité de tester un grand nombre de personnes et aucun pays ne dispose de données fiables sur la prévalence du virus. Il dit aussi, en titre, les données recueillies à ce jour sur le nombre de personnes infectées et l'évolution de l'épidémie ne sont absolument pas fiables. And being tested positive for COVID-19 does not mean you have the disease. Inquiring minds want to know, are the reported deaths from COVID-19 truly deaths from COVID-19? History-changing decisions are being made due to these figures, despite the fact that they are flat out wrong. Based on, how do I know this? I've been filling out death certificates for over 30 years. More often than we want to admit, we don't know with certainty the cause of death when we fill out death certificates. The cause of death is not always clear, especially in someone with multiple health conditions, each of which could cause the death. When it comes to COVID-19, there is the additional data skewer that is, get this, there is no universal definition of COVID-19 death. From yesterday, April 4th, still states that mortality, quote-unquote, data includes both confirmed and presumptive positive cases of COVID-19. That's from their website. Translation, the CDC counts both true COVID-19 cases and speculative guesses of COVID-19 the same. They call it death by COVID-19. They automatically overestimate the real death numbers by their own admission. Many, if not most, patients sick enough to be hospitalized will be checked for COVID-19. Brace yourselves and please pay attention and let what I'm about to tell you sink in. The assumption of COVID-19 death can be made even without testing. The March 24th, 2020 National Vital Statistics System memo states, and I quote, "The rules for coding and selection of the underlying cause of death are expected to result in COVID-19 being the underlying cause more often than not." I hope I was able to make my point. The real number of COVID-19 deaths are not what most people are told and what they then think. How many people have actually died from COVID-19 is anyone's guess. Again, God only knows. But based on how death certificates are being filled out, you can be certain the number is substantially lower than what we are being told. Based on inaccurate, incomplete data, people are being terrorized by fearmongers into relinquishing cherished freedoms. Thank you. 25,1% ont le coronavirus, mais sont morts d'une autre cause. 25,6% ont le coronavirus, mais sont morts de 2 autres causes. Et 48,5% ont le coronavirus, mais sont morts de 3 autres causes ou plus. Seuls 0,8% meurent uniquement du coronavirus. Ce sont les chiffres de l'Institut italien de la santé. Encore une fois, ce virus est à peine plus dangereux qu'une grippe saisonnière, car un virus ne peut jamais être à la fois très dangereux et très contagieux, c'est la base de la virologie. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, la dangerosité d'une maladie est inversement proportionnelle à sa contagiosité. Regardez en bas à gauche, vous avez un rhume, c'est très peu contagieux, très peu mortel. Par contre, la rougeole, c'est très contagieux, c'est très peu mortel aussi. Et en haut, vous voyez donc la rage, c'est très peu contagieux, mais c'est très mortel. Et regardez où se situe le coronavirus. C'est très peu contagieux et c'est très peu mortel. Ebola, par exemple, est très dangereux,
Les symptômes sont abominables mais peu contagieux. Depuis le 19 mars 2020, le Covid-19 n'est plus considéré comme une maladie infectieuse à conséquences élevées au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'une maladie infectieuse à conséquences élevées? C'est une maladie qui a un taux de mortalité élevé. Chaque année, 3 millions de nouveau-nés meurent dans le monde de la pneumonie et 50 000 adultes meurent aux États-Unis pour la même cause, sans que des alarmes soient déclenchées. Voilà ce que dit Peter Gottsche, médecin et chercheur danois, directeur et cofondateur de la collaboration Cochrane avec 80 autres personnes. Il dit que l'OMS estime qu'une saison grippale tue environ 500 000 personnes. Puisque le gouvernement nous fournit tous les jours des chiffres aussi précis des décès par coronavirus, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas aussi le nombre de décès causés par les autres pathologies? Je suis sûr que là encore, on aura des surprises. Parce que, comme je vous le répète depuis plusieurs semaines, cette épidémie n'a pas fait plus de décès que les crises sanitaires précédentes. Je n'invente rien, il suffit de regarder les chiffres. Reprenons depuis le début. Le 17 novembre 2019, en Chine, un premier cas d'une maladie respiratoire est identifié chez un patient de 55 ans. 27 cas sont répertoriés le 15 décembre, puis 60 cas le 20 décembre. Les malades sont testés pour 18 virus et 4 bactéries. Tous les résultats sont négatifs. Il s'agit donc d'une nouvelle maladie contagieuse, baptisée depuis Covid-19, portée par le virus SARS-CoV-2 de type coronavirus. À partir du 21 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, publie chaque jour des chiffres donnant un nombre de malades et de décès pays par pays. Mais attention, le chiffre des cas déclarés ne donne pas le nombre de personnes malades, ni celui des personnes infectées. Ce ne sont pas non plus des estimations. Il ne s'agit que du décompte des cas confirmés et diagnostiqués de la maladie, qui ont fait l'objet d'une déclaration spécifique auprès de l'OMS. Ils dépendent donc des capacités logistiques de détection, variables d'un pays à l'autre, et des politiques nationales qui déterminent quels groupes doivent être testés, entre la population générale, les gens qui ont des symptômes, les personnels de santé, les personnes hospitalisées. Par ailleurs, le coronavirus entraîne des symptômes plus ou moins sévères, voire aucun symptôme. Le nombre de personnes infectées est donc bien plus important que les chiffres publiés. Le nombre exact de porteurs du SARS-CoV-2 est en réalité inconnu. Mais cette carte donne tout de même un aperçu de la diffusion du coronavirus, et on connaît en revanche un peu mieux le nombre de décès. Étrangement, le rapport entre le nombre de cas déclarés et le nombre de décès est très variable d'un pays à l'autre. À la date du 27 mars, il est par exemple très différent en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Comment expliquer cette différence? Cela signifie-t-il que le coronavirus est moins mortel d'un pays à l'autre? Non. Cette différence dans les chiffres repose en réalité sur 3 paramètres. Chaque pays a sa propre manière de compter les cas, les systèmes de santé sont plus ou moins fonctionnels, et tout dépend du moment où le pays est touché par le coronavirus. Car l'augmentation des décès est en retard de quelques semaines sur l'augmentation des cas déclarés. Alors allons plus loin dans la visualisation de ces données, non plus en regardant les données cumulées, mais en regardant jour par jour et pays par pays le nombre de nouveaux cas déclarés et de nouveaux décès. Ce décalage entre l'augmentation du nombre de cas et l'augmentation des décès est visible pour tous les pays touchés. Cela n'a donc aucun sens de comparer la situation de 2 pays pour le même jour alors qu'ils n'ont pas été atteints au même moment. C'est aussi ce retard qui permet d'expliquer pourquoi en Italie, le 27 mars, il a pu y avoir une forte augmentation des décès alors que le nombre de nouveaux cas se stabilise. Mais cette visualisation permet aussi de lire autre chose. Même si les chiffres fournis par la Chine sont à prendre avec précaution, on y voit tout de même que les mesures de confinement, prises à partir du 22 janvier, commencent à avoir des effets quelques semaines plus tard. Et fin mars, il semblerait que l'épidémie y ait été maîtrisée.
À la suite de la Chine, plusieurs pays d'Europe et du monde ont pris des mesures de confinement de leur population. Début avril 2020, plus de 3 milliards de personnes étaient astreintes au confinement ou à des limitations de déplacement. Mais il ne sera possible d'en voir les effets sur les chiffres qu'après un délai de plusieurs semaines. Les données collectées pendant la pandémie demanderont à être analysées et complétées une fois que le coronavirus sera vaincu. Mais ces chiffres nous montrent déjà qu'en moins de 4 mois, le Covid-19 a changé le monde. Des incohérences dans les chiffres qu'on nous donne. Est-ce parce que les structures hospitalières sont de meilleure qualité dans certains pays que dans d'autres? En France, on a vu qu'il y a 3,2 décès pour 10 000 habitants. En Grèce, il y a 0,1 décès pour 10 000 habitants. La Grèce subit une crise économique majeure. Est-ce que leurs structures hospitalières sont meilleures que celles de la France? Je ne le pense pas. En Ukraine, ils ont eu 0,05 décès pour 10 000 habitants. L'Ukraine sort d'une guerre. Leurs structures hospitalières ne sont certainement pas meilleures que celles de la France en ce moment. Au Bangladesh, ils ont eu 0,009 décès par million d'habitants. C'est ridicule. Si on avait ce taux en France, on aurait 56 décès causés par le coronavirus. Or, le Bangladesh est un des pays les plus pauvres du monde, et leur population est de 168 millions d'habitants. Les structures hospitalières du Bangladesh ne peuvent pas être meilleures qu'en France. Remarquez aussi sur cette carte que ce sont les pays occidentaux, en particulier les pays faisant partie de l'OTAN, qui sont le plus touchés, alors qu'ils sont censés avoir les meilleures infrastructures hospitalières. Et c'est tout l'inverse qui se produit, ce sont les pays pauvres qui ont le moins de décès par le coronavirus. Donc, comme on le voit, ce ne sont pas les infrastructures hospitalières et médicales qui pourraient expliquer les différences de mortalité selon les pays. Est-ce parce que certains pays auraient fermé leurs frontières plus rapidement? Eh bien non, puisque le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Espagne sont les premiers à avoir fermé leurs frontières. Pourtant, ce sont eux qui enregistrent le plus de décès. Au Portugal, il y a eu 0,8 décès pour 10 000 habitants. Le Portugal a très rapidement fermé ses frontières. Mais ce pays est juste à côté de l'Espagne où il y a eu beaucoup de décès. Puisque ce virus est si résistant, alors les vents auraient dû le déplacer en quelques heures vers le Portugal. Et Madrid, la capitale de l'Espagne, n'est qu'à 300 km du Portugal. Regardez maintenant au Vietnam. Il y a eu seulement 300 cas recensés et aucun décès. Alors que ce pays de 98 millions d'habitants se trouve dans une zone fortement concernée par le coronavirus. Et le Vietnam a 300 km de frontière avec la Chine. La même chose au Cambodge, aucun décès. Au Laos, aucun décès. En Birmanie, 5 décès pour un pays qui fait 55 millions d'habitants. En Thaïlande, 60 décès pour un pays qui a le même nombre d'habitants qu'en France. Et regardez où se situent ces pays par rapport à la Chine, qui était le point de départ de l'épidémie. Mais ça aussi, les médias n'en parlent pas. La fermeture des frontières ne veut pas expliquer les différences de mortalité selon les pays. Alors, est-ce que certains pays auraient mieux géré la crise, auraient adopté des mesures pour tester les personnes, isoler les malades, fournir des masques pour qu'il n'y ait pas trop de décès? Mais on a vu que le gouvernement français a beaucoup de difficultés à gérer la situation, alors que le pays fait 65 millions d'habitants. On peut penser que plus un pays sera grand et peuplé, plus ce sera difficile de mettre en place des mesures pour protéger toute la population, dépister et isoler les malades afin d'éviter l'augmentation du nombre de décès. Pourtant, au Brésil, population de 211 millions d'habitants, il y a eu 25 fois moins de décès qu'en France. Impossible pour un pays aussi grand et varié d'adopter rapidement des mesures qui auraient permis de limiter le nombre de décès. Au Nigeria, en Afrique, c'est un gigantesque pays de 196 millions d'habitants. C'est un des pays les plus corrompus du monde, où l'État est sans cesse en lutte contre les chefs locaux. Là aussi, difficile de penser que le gouvernement de ce pays aurait mieux réagi que nous. Pourtant, il y a eu 140 fois moins de décès qu'en France. En Inde, il y a une population de 1,4 milliard d'habitants, 650 fois moins de décès qu'en France. Impossible de mettre en place des mesures rapidement pour protéger toute la population. Pourtant, ils n'ont eu qu'une centaine de décès. L'Ukraine encore, on a vu qu'ils sortaient d'une guerre. Difficile là aussi de penser qu'ils auraient mieux réagi que nous pour gérer cette crise. Pourtant, ils ont 70 fois moins de décès que nous. On peut continuer encore longtemps l'analyse et on voit que la façon dont les pays ont géré l'épidémie n'explique pas les différences énormes dans le nombre de décès. Est-ce que le nombre de décès varie parce que le confinement est respecté de façon différente selon les pays? Mais en Afrique, le confinement est très peu respecté, parce qu'ils n'ont pas les aides sociales qu'on trouve dans nos pays, et si les gens ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent au jour le jour, ils ne peuvent pas se nourrir. De plus, les Africains ont une vie très sociale, ils vivent très proches les uns des autres, le plus souvent à cause des conditions précaires. Pourtant, le nombre de décès causés par le coronavirus y reste très faible. Au Nigeria, on vient de le voir,
400 décès pour un pays 3 fois plus peuplé que la France, pas de confinement. Côte d'Ivoire, 14 décès, un couvre-feu mais pas de confinement. En Éthiopie, pas de confinement, 3 décès. Au Zaïre, couvre-feu mais pas de confinement et 6 décès. Et sont des pays qui ont plus de 80 millions d'habitants. Au Brésil, le président Bolsonaro s'oppose au confinement parce qu'il estime que ça va tuer le pays et le confinement y est très peu suivi. Et il y a 25 fois moins de décès qu'en France. En Suède, il n'y a pas de confinement et moitié moins de cas qu'en France, en nombre de décès par habitant. En Hong Kong, c'est le pays avec la plus forte densité de population au monde, donc pas de distanciation sociale, pas de confinement, il n'y a que 4 décès. Et Hong Kong est en Chine dans une région très urbanisée. Plusieurs pays n'ont pas suivi le confinement et, malgré tout, ont très peu de décès. Donc comme vous le voyez, les différences dans le confinement n'expliquent pas la disparité du nombre de morts selon les pays. Puisque le virus touche surtout les personnes âgées, est-ce que les pays jeunes auraient moins de décès que les pays vieillissants? On pourrait penser qu'en Afrique il y a peu de décès parce qu'il y a une population très jeune. Mais le Japon, qui a la population la plus âgée du monde, a 160 fois moins de décès que la France. La Grèce aussi et le Portugal ont aussi une population vieillissante et le nombre de décès par coronavirus y reste très faible. Donc là aussi, les différences d'âge dans la population n'expliquent pas la disparité du nombre de morts selon les pays. On pourrait penser que le nombre de décès est faible dans certains pays parce qu'ils commencent seulement à être touchés par l'épidémie. Mais lorsqu'on regarde les graphiques montrant l'évolution du nombre de nouveaux cas Covid-19, on voit que même pour les pays touchés plus tardivement, le nombre de nouveaux cas diminue. En Chili, en Suède, en Algérie, au Sénégal, en Nouvelle-Zélande, en Iran. Et regardez aussi en France, le nombre de nouveaux cas est en chute libre. C'est ce qu'affirme déjà le Dr Raoult il y a un mois. Et c'est ce qui se passe chaque année avec les grippes saisonnières. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Regardez aussi l'évolution du nombre de cas en Chine. Ce n'est pas parce qu'un pays a été touché plus tard par le Covid-19 que le nombre de décès est plus faible, puisque presque partout dans le monde, le nombre de nouveaux cas est en diminution. Alors on récapitule, comment expliquer que le nombre de décès varie autant entre les pays? Je vous rappelle que cela va de 0 décès dans plusieurs grands pays à plus de 40 000 décès aux États-Unis, c'est énorme cette différence. Ce serait une disparité entre les structures médicales? Non. Certains pays auraient fermé leurs frontières plus tôt? Non. Certains pays ont pris de meilleures mesures? Non. Certains pays ont imposé un confinement plus strict? Non. Ce sont les pays dont la population est la plus jeune qui ont le moins de décès? Non. Ce sont les pays qui ont le moins de décès qui sont juste au début de l'épidémie? Non. Comme vous pouvez le voir, les chiffres qu'on nous donne sont incohérents et ne permettent aucune explication rationnelle. Alors que si on regarde la variation par exemple du nombre de décès par cancer, la variation entre les pays est beaucoup plus faible et surtout s'explique parfaitement. La seule explication logique à ces chiffres incohérents, celle qu'affirment de nombreux spécialistes et que je vous répète depuis plusieurs vidéos, c'est que le nombre de décès annoncés est faux. Car on ne fait pas la différence entre décès avec coronavirus et décès à cause du coronavirus. Une personne testée positive et qui décède par la suite sera déclarée automatiquement décédée du coronavirus parce qu'on considère que cette maladie, le Covid-19, l'emporte sur toutes les autres pathologies. Ce qui est totalement absurde, puisque le coronavirus ne touche que les voies respiratoires. Et si quelqu'un est testé positif au coronavirus et décède par exemple d'une infection urinaire, ce n'est pas le coronavirus qui en est la cause. C'est ce qu'affirme le virologue Sucharit Bhakdi dans une lettre ouverte qu'il a envoyée à Angela Merkel. Dans le même temps, l'erreur est commise dans le monde entier pour signaler les décès liés au virus dès qu'il est établi que le virus était présent au moment du décès. Or, cela viole un principe de base de l'infectiologie, ce n'est que lorsqu'il est certain qu'un agent a joué un rôle important dans la maladie ou la mort qu'un diagnostic peut être posé. Il dit ensuite, à l'heure actuelle, il n'existe aucune information officielle sur la question de savoir si, du moins rétrospectivement, des analyses plus critiques des dossiers médicaux ont été entreprises pour déterminer le nombre de décès réellement causés par le virus. Ça correspond à ce que je vous dis exactement. On ne sait pas si les décès sont vraiment causés par le virus ou pas.
Et pour terminer, il dit comment allons faire une distinction entre les véritables décès liés au coronavirus et la présence accidentelle du virus au moment du décès. Je vous ai mis ce lien vers ce document dans le descriptif de la vidéo. Donc si en Allemagne il y a 5 fois moins de décès qu'en France, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont un bon système hospitalier, c'est aussi parce que la façon de compter les décès a été beaucoup plus rigoureuse qu'en France. Et si on avait compté nos décès comme en Allemagne, on ne serait non pas à 25 000, mais à 4 000, ce qui correspondrait beaucoup plus à la réalité. Dans le monde, les infections respiratoires, en 2019, c'était 2,6 millions de morts. Donc si vous voulez, donc, il faut tempérer, quand on dit 3 000 morts, c'est un désastre, face à 2,6 millions de morts, vous voyez, c'est à mettre en perspective sur ce qui se passe dans le monde. L'industrie pharmaceutique joue sur la molécule la plus efficace, celle de nos peurs, et son effet indésirable est immédiat. Elle rend aveugle. Ben voilà, plus un ours en vue. La patrouille anti-ours agit comme un charme. C'est un raisonnement fallacieux, papa. Merci, monsieur. En suivant ta logique, je pourrais prétendre que ce caillou éloigne les tigres. Hein? Comment ça marche? Ça marche pas. Hein? C'est un vulgaire caillou. Hein? Mais tu ne vois aucun tigre dans le coin, pas vrai? Lisa, je veux t'acheter ton caillou.